Salut à tous et à toutes, mercredi 8 avril 2026, troisième sortie de ce grand journal. Pour cette semaine, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'information. Voici le grand journal, votre édition complète avec les faits marquants, les analyses et les enjeux qui dominent l'actualité nationale et internationale. Depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, et Arlette Dorelas pour présenter le grand journal, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24h/24. Tout de suite, voici les infos. Donald Trump annonce un accord avec Téhéran et accepte de suspendre ses bombardements sur une période de 2 semaines, alors que les pourparlers doivent avoir lieu vendredi. De son côté, l'Iran a annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. En plein milieu de la nuit à Téhéran, des Iraniens célèbrent la nouvelle. À un peu plus d'une heure de la fin de son ultimatum, Donald Trump accepte de repousser sa menace d'anéantir l'Iran. J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une durée de 2 semaines. Il s'agira d'un cessez-le-feu réciproque. 30 minutes plus tard, l'Iran confirme un cessez-le-feu à condition que les frappes sur son territoire cessent. La République islamique annonce également la réouverture du détroit d'Ormuz pour les 2 prochaines semaines et le début de négociations sous l'égide du Pakistan en vue d'un accord de paix à long terme. Ces négociations, menées dans un climat de méfiance totale envers la partie américaine, débuteront à Islamabad le vendredi 10 avril. L'Iran y consacrera 2 semaines, délai qui pourra être prolongé d'un commun accord. Donald Trump dit avoir reçu des Iraniens une proposition de plan de paix en 10 points, parlant d'une base viable pour négocier. Selon un communiqué du Conseil suprême iranien de la sécurité nationale, elle prévoit notamment que Washington accepte la poursuite du programme sur l'enrichissement d'uranium et la levée de toutes les sanctions. Autre point de la proposition, le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz. Pourtant, ces dispositions vont à l'encontre de la position américaine d'avant-guerre. Le locataire de la Maison-Blanche avait par exemple appelé à plusieurs reprises l'Iran à renoncer à enrichir de l'uranium. Ces annonces ont malgré tout été très bien accueillies sur les marchés. Les cours du pétrole sont repartis à la baisse, sous la barre des $100 le baril. En plein milieu de la nuit à Téhéran, des Iraniens célèbrent la nouvelle. La Chine et la Russie ont opposé leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, encourageant des efforts coordonnés pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Les 2 pays estiment que ce texte est partial et ne s'attaque pas aux causes profondes du conflit. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Avant le vote, Bahreïn, qui assure la présidence du Conseil de sécurité pour le mois d'avril, a exhorté les membres du Conseil à adopter une résolution appelant les États à coordonner leurs efforts de défense afin de rouvrir le détroit d'Ormuz. Il a également exigé que l'Iran mette immédiatement fin à toutes les attaques contre les navires marchands et commerciaux. Le projet de résolution qui vous est présenté ne crée pas une nouvelle réalité. Il constitue plutôt une réponse sérieuse à un comportement hostile récurrent de la part de l'Iran, un comportement qui doit cesser. La résolution a fait l'objet de débats entre les États membres pendant des semaines et devait être soumise au vote du Conseil de sécurité samedi. Mais les délibérations en cours ont empêché cela. Des divergences de vues sont en effet apparues sur la formulation du texte. Les États du Golfe et Bahreïn espéraient obtenir un mandat du Conseil de sécurité autorisant le recours à la force pour sécuriser le détroit, tandis que d'autres, notamment la Chine et la Russie, auraient craint que cela ne se fasse sans limite clairement définie. Le représentant permanent de la Chine, Fu Song, a souligné que Beijing ne cautionnait pas les attaques de l'Iran contre ses voisins, ni son blocus du détroit d'Ormuz, mais a déclaré qu'il ne pouvait pas soutenir le projet de résolution du Conseil de sécurité car celui-ci ne traitait pas de ce que la Chine considère comme les causes profondes du conflit. Le projet de résolution ne parvient pas à cerner les causes profondes et à brosser un tableau complet du conflit de manière exhaustive et équilibrée. Il contient des condamnations et des pressions partiales
qualifiant la situation de menace pour la paix et la sécurité internationale et évoquant le recours à des escortes armées. Un tel langage se prête facilement à l'interprétation, voire à des abus. Le représentant permanent de la Russie s'est fait l'écho de ce sentiment, affirmant que le projet de texte ne répondait pas à ses préoccupations quant à la question de savoir qui était responsable du conflit au départ. Les actions de l'Iran ont été présentées comme la seule source des activités dites déstabilisatrices et des tensions régionales, alors que les véritables causes de la crise actuelle au Moyen-Orient, à savoir les attaques illégales menées par les États-Unis et Israël contre le territoire iranien, n'ont pas été évoqués du tout. Le représentant permanent de la Russie a annoncé que son pays et la Chine présenteraient un projet de résolution alternatif axé sur la sécurité et la sûreté maritime. Il a précisé que ce projet de résolution serait concis, équitable et équilibré, que de plus amples détails seraient fournis en temps voulu. Après 40 jours de conflit américain et iranien, annonce une cessation des hostilités pour une période de 15 jours et des négociations. Le récit est signé TV5 Monde dans ce grand journal. L'arrêt des hostilités au Moyen-Orient et le retour du trafic dans cette zone sur laquelle le monde a les yeux fixés depuis le 28 février, le détroit d'Ormuz. Ce retournement de situation intervient quelques heures après la menace de Donald Trump de faire disparaître la civilisation iranienne. Sur son réseau social, le président américain annonce un grand jour pour la paix dans le monde. Sous réserve que la République islamique d'Iran accepte l'ouverture totale, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz, j'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de 2 semaines. La télévision d'État iranienne diffuse quant à elle en boucle les manifestations de joie à Téhéran. Les États-Unis se sont engagés à mettre fin aux résolutions anti-iraniennes, à verser des indemnités, à se retirer de la région et à cesser les hostilités sur tous les fronts. En contrepartie, l'Iran a annoncé de négocier à partir de vendredi avec les Américains pendant 2 semaines à Islamabad, négociations sur un texte. Outre l'arrêt des combats et le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, ce texte prévoit, selon Téhéran, l'acceptation par les États-Unis de la levée des sanctions sur le régime iranien et la poursuite de l'enrichissement de l'uranium par Téhéran. Donald Trump, qui voulait pourtant mettre fin au projet du programme nucléaire militaire iranien, affirme à présent que cette question du nucléaire est définitivement réglée. Soutenu par la Chine, le médiateur clé entre Washington et Téhéran, c'est lui. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a assuré que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés ont accepté un cessez-le-feu partout, y compris au Liban. Information aussitôt démentie par un tweet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le cessez-le-feu de 2 semaines ne concerne pas le Liban. Conséquence immédiate de ce cessez-le-feu après 40 jours de conflit, les bourses sont toutes reparties à la hausse, à commencer par les places asiatiques. Quant au pétrole, la perspective du retour du trafic à Hormuz a fait chuter le prix du Brent de 15%. Le baril repasse ainsi sous les $100. La guerre au Moyen-Orient, ce que contient le plan de paix de l'Iran, dans un contexte de tension extrême et après plusieurs semaines de confrontation militaire, l'Iran a présenté un plan de paix en 10 points destiné à servir de base aux négociations avec les États-Unis et leurs alliés. Ce document jugé acceptable comme point de départ par Washington reste toutefois très favorable aux intérêts stratégiques de Téhéran et suscite de nombreuses réserves. Écoutons les détails sur BFM TV dans ce grand journal. De manière factuelle, ce qu'il faut retenir, c'est que vendredi, les négociateurs vont se retrouver à Islamabad, au Pakistan, pour évoquer les 10 points. Donc, on est ce soir sur les Iraniens et les Américains qui disent « Ok, on repousse l'ultimatum de 2 semaines. On se rencontre vendredi au Pakistan. La Chine serait intervenue au tout dernier moment pour inciter les Iraniens à plus de flexibilité. Et donc, tout le monde va discuter sur ce qui s'appelle le plan de 10 points. Alors, les 10 points, pour être précis, on va avec Dorine Jarnier,
Bernias qui m'accompagne vous les détailler. On les a reçus et on va vous les dire tel que ce plan de 10 points nous est parvenu. Premier point, mettre une fin permanente à la guerre, et ce n'est pas un cessez-le-feu temporaire. Deuxième point, aucune attaque à l'avenir sur l'Iran, et les Iraniens veulent, disent-ils, des garanties américaines mais aussi israéliennes. Troisième point, plus aucune frappe israélienne sur le Hezbollah, avec plus aucune frappe israélienne aussi au Liban. C'est un point important, c'est le troisième. Quatrième point, levée de toutes les sanctions américaines qui, je vous le signale, avaient été mises en place par l'administration Bush. Cinquième point, mettre fin au conflit régional, pas juste les attaques sur l'Iran. Ça aussi, c'est un point très important parce que c'est la redéfinition totale de ce qui se passe dans cette région sensible du monde. Sixième point, réouverture du détroit d'Ormuz avec l'Iran qui mettrait fin au blocage du détroit d'Ormuz. Septième point, des règles de sécurité en place pour les navires traversant et évoluant dans le détroit d'Ormuz. Huitième point, eh bien, il y aurait 2 millions de dollars par navire qui seraient imposés pour naviguer dans le détroit d'Ormuz. Neuvième point, partager les honoraires, c'est-à-dire partager ses fees, comme on dit en américain, oui, ses honoraires avec le sultanat d'Oman. C'est un nouvel acteur dans ce monde bien compliqué. Et enfin, le 10e point, c'est utiliser l'aide américaine, et en tout cas les Iraniens veulent que les Américains les aident à reconstruire l'Iran, et notamment ce qui a été cassé par les bombardements américains. Voilà, ça c'est les 10 points qui ont été approuvés par les Iraniens, par les Américains. Et maintenant, comme je vous le disais, eh bien, à partir de vendredi, au Pakistan, négociateurs américains, négociateurs iraniens et sans doute des diplomates vont se mettre autour d'une table pour discuter de la faisabilité ou pas de ce plan en 10 points. De manière factuelle, les États-Unis et l'Iran, c'est Israël et Téhéran et leurs alliés ont accepté un cessez-le-feu de 2 semaines au Moyen-Orient. Une nouvelle que le président Donald Trump a donc encore reporté. Il a reporté son ultimatum. Peut-on croire à ce cessez-le-feu alors que nous avons affaire à un dialogue de sourds dans les négociations? On discute avec Pierre Pallavi, professeur au Collège des Forces canadiennes à Toronto et membre de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM sur Radio-Canada dans ce grand journal. Alors, peut-on croire à ce cessez-le-feu? J'en discute maintenant avec Pierre Pallavi, il est professeur au Collège des Forces canadiennes, membre de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Bonsoir, Monsieur Pallavi. Bonsoir, Madame Galipeau. Alors, comment comprendre qu'il ait eu, Donald Trump, ces mots extrêmement violents envers l'Iran? Hier, menaçait d'anéantir carrément la civilisation iranienne, et là, volte-face. Pour vous, c'était donc du bluff? Alors, il y a plusieurs façons d'analyser la rhétorique apocalyptique du président américain. Il me semble que le président Trump a essayé de nous faire une démonstration de ce qu'il aime faire, c'est-à-dire une négociation au bord du gouffre, une réplique de la stratégie de l'homme fou, qui s'est inspiré en regardant le président Nixon pendant la guerre froide. Donc vraiment jouer l'escalade rhétorique et mettre la barre très très haut pour arracher un cessez-le-feu conditionnel. Mais j'ai l'impression que les Iraniens lui ont rendu l'appareil et lui ont retourné son arme contre lui, puisque on entendait il y a quelques minutes, 2 heures, que le Conseil suprême de sécurité nationale iranien proposait un plan de paix en 10 points dont les éléments sont particulièrement maximalistes et qui ressemble à un refus, à une fin de non-recevoir, qui plus est particulièrement méprisant vis-à-vis du président américain. Si vous permettez, je regarderai les 2-3 éléments. Il demande
la sécurisation du régime, c'est-à-dire la fin permanente de la guerre contre le régime iranien, ce qui est en soi inacceptable, une monétisation de la crise avec l'établissement d'un péage dans le détroit d'Ormuz, ce qui est aussi une ligne rouge pour à la fois les Israéliens, les pétromonarchies du Golfe et les Américains, et enfin la légitimation régionale de la République islamique et de ses proxys. Donc autant d'éléments que les Américains ne peuvent pas accepter et qui apparaissent comme une tentative d'humilier les Américains. Oui. Et pourtant, Donald Trump a mis sur son Truth Social, donc sur son réseau social, ces 10 points dont vous parlez, notamment, vous n'en avez pas parlé, mais sur le passage dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump parle d'un libre passage, hein, c'est ce qu'il voulait. Les Iraniens ont dit oui, mais sous le contrôle de l'armée iranienne. Oui, alors il semblerait que le président américain ait fait contre mauvaise fortune bon cœur et qu'il essaye de sauver la face en jouant la comédie d'une négociation, c'est-à-dire qu'il veut jouer le jeu que les Américains ont proposé leurs conditions, les Iraniens proposent les leurs et qu'on va commencer à négocier maintenant. Mais il pense dans son fort intérieur que les Iraniens peuvent se permettre le luxe de faire monter les enchères. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui, qui le contraint à soit accepter les conditions iraniennes, et je pense que c'est peu probable, soit faire de la surenchère en faisant monter l'escalade du conflit. Donc vous n'y croyez pas vraiment à ce cessez-le-feu ? Non, je pense que d'abord c'était un cessez-le-feu conditionnel depuis le départ, et je pense que nous avons affaire à un dialogue de sourds, c'est-à-dire que les Américains, le président Trump, font semblant de faire croire que les Iraniens vont accepter leurs conditions, et les Iraniens font semblant de ne pas entendre ce que disent les Américains. Donc on a vraiment deux interlocuteurs qui ne s'écoutent pas. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, Énergie, le flow et l'attitude. Alexa Open, Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Pour rester bien informé, info Swag sur sa bavure. Et l'affaire de P-News, il faut la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'info. Brothers Café Créole, The Place to Be, la bonne cuisine haïtienne, la cuisine haïtienne sans limite à Brothers Café Créole, au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 14 25, Brothers Café Créole, délicioso. La guerre en Iran fragilise de nombreux secteurs de l'économie aux États-Unis face à l'envolée du prix de l'essence. Les Américains doutent de la stratégie du président. Le récit est signé France TV Info dans ce grand journal. Des plages clinquantes de Miami au port de pêche pittoresque du Massachusetts. L'impact de la guerre en Iran a bousculé le quotidien des Américains et fragilisé de nombreux secteurs de l'économie, jetant le doute sur la stratégie du président. En Floride, Hi Frank, welcome. Nous avons rendez-vous avec cette entreprise d'import-export de voitures. Il y a quelques jours, la guerre est soudain devenue très concrète lorsque le patron a reçu ces photos de Dubaï. Là, c'est clairement une roquette qui est tombée tout près. On voit que ça a brûlé, que c'est détruit. Ce véhicule-là est tout simplement perdu. Une cinquantaine de leurs véhicules abîmés ou détruits, près de 400 000 $ de dommages, non pris en charge par les assurances qui ne couvrent pas les risques liés à la guerre. Sans compter d'autres dépenses en forte hausse. Le transport maritime nous coûte plus cher à cause de la crise énergétique et l'assurance aussi. 20 à 30% d'augmentation, un choc que l'entreprise familiale dit pouvoir encaisser au moins durant quelques mois. Mais au quotidien, pour de nombreux Américains, l'équation devient de plus en plus difficile à résoudre.
Cette guerre est l'une des pires erreurs que le gouvernement pouvait commettre, car la hausse du prix de l'essence se répercute partout. Les courses, les déplacements, le pouvoir d'achat. Alors, lorsqu'elle passe à la pompe, Wendy Miller-Page, employée de mairie, ne peut plus systématiquement mettre le plein. Le prix de l'essence a augmenté de 20 centimes en une nuit cette semaine. Et ça m'oblige à faire des choix. Même constat d'inflation dans le supermarché qu'elle fréquente. Et où elle doit de plus en plus se passer des produits frais. Pas dans mes moyens aujourd'hui. Le coût du transport pourrait faire augmenter les prix en magasin de 6 à 10% cette année. La hausse est même déjà majeure sur certains produits. 2 $ de plus que ce que je payais avant. C'est pourtant sur des promesses de redressement du pouvoir d'achat que Donald Trump a été élu. Un tout petit sac pour 18 $. Elle a voté démocrate à l'élection présidentielle. Avec 2 enfants adultes à charge, cette mère célibataire s'inquiète de cette guerre qui s'enlise et isole un peu plus l'Amérique. L'homme qui est président de ce pays dit que la guerre durera encore 2 à 3 semaines. Mais c'est faux, car on a créé une hostilité et que nos alliés historiques, qui nous soutiennent depuis des décennies, nous tournent le dos en disant « vous vous trompez ». Et on ne peut pas l'accepter, on se retrouve tout seul. Mais le doute fait aussi son chemin dans l'esprit de ceux qui ont soutenu Donald Trump en 2024. Le petit port de Gloucester vit de la pêche dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Lenny Russo rentre de quelques jours en mer et s'affaire autour de ce moteur qu'il vient de faire changer. Ce moteur consomme 20% de gazole de moins que le précédent. Et il est moins lourd aussi, ce qui aide. Malgré cela, le plein de gasoil qui lui coûtait 15 000 $ lui en coûte désormais 25 000. Il a dû diviser par 2 la paye de ses marins et n'hésite plus à questionner la stratégie de la Maison-Blanche. Je ne comprends pas ce que le gouvernement fait et pourquoi. Je n'ai pas de prise sur ce que fait le président, mais je ne suis pas d'accord avec sa décision. À la place de cette guerre, on devrait avoir des aides pour payer l'essence ou renouveler la flotte de nos bateaux qui tombent en ruine. L'argent devrait aller aux citoyens américains comme nous, qui risquons notre vie en mer pour nourrir les gens. L'électorat américain s'interroge de plus en plus sur cette guerre aux objectifs flous, mais à l'impact bien réel sur l'économie du pays. Avec en ligne de mire les élections de mi-mandat en novembre où les élus républicains et Donald Trump joueront une partie de leur avenir politique. Nous irons dans le continent africain, spécialement en RDC, République démocratique du Congo, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, entame une nouvelle phase de son mandat avec la prise de fonction de l'Américain James Swan. À sa tête, diplomate chevronné, il hérite d'un poste stratégique dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans l'est du pays. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Le diplomate américain James Swan a officiellement pris la tête de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Cette entrée en fonction intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, marqué par un réajustement stratégique majeur de la présence onusienne dans le pays. L'arrivée de James Swan coïncide avec la mise en œuvre de la résolution 2808 du Conseil de sécurité qui redéfinit le mandat de la MONUSCO. Initialement engagée dans un processus de retrait progressif, la mission voit désormais son départ suspendu jusqu'au 20 décembre 2026. Direction la Russie, l'ex-gouverneur de la région de Kursk, condamné à 14 ans de prison pour corruption. Selon le parquet, Alexei Smidnov a reçu des pots de vin en échange de contrats pour la construction de fortifications militaires. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. 14 ans de colonie pénitentiaire à régime sévère et 4 300 000 € d'amende. Alexei Smirnov a été condamné par un tribunal de Koursk, la région frontalière de l'Ukraine dont il était à la tête de septembre à décembre 2024.
Son prédécesseur Roman Starovoyt s'était lui suicidé alors que circulaient des rumeurs sur son arrestation imminente. Selon le parquet, Alexei Smirnov a reçu des pots de vin en échange de contrats pour la construction de fortifications militaires. Les forces ukrainiennes se sont emparées d'une large partie du territoire de la région de Koursk dans les mois où Alexei Smirnov en était le gouverneur. L'armée russe a chassé les Ukrainiens de Koursk en avril 2025 avec l'aide de milliers de soldats nord-coréens. La justice russe a par ailleurs lancé une vaste campagne anti-corruption pour débusquer ceux qui n'avaient pas, selon Moscou, empêché l'offensive ukrainienne sur la région de Koursk. Le syndicat des employés du CNE exige l'application du décret du 2 septembre 2024. Le syndicat des employés du Centre national des équipements CNE en Haïti hausse le ton, réclame l'application immédiate du décret du 2 septembre 2024 qui prévoit notamment des mesures de transfert ainsi que le paiement d'indemnités en faveur des travailleurs concernés, que tant les détails dans ce grand journal. Je dis encore, c'est on l'autre pas nous faire encore dans la bataille CNUA, côté que en 2026, nous pas doué convoquer la presse pour venir parler des dossiers ça toujours. Pour qui ça? C'est parce que c'est une décision qui prend à partir d'un décret et qui est publiée dans le journal Le Moniteur. Employés CNEO et syndicats, nous convoquer la presse pour nous expliquer et attirer attention, messieurs, dames, cap du GPI, particulièrement PM qui c'est Ali Fizeme, pour nous dire. Mais décret ça, il prend septembre 2024. Était Gary Coney qui était Premier ministre à l'époque. Et on petit après Gary Coney va tomber, mais décret a publié dans le Moniteur. N'a dit depuis le monté, il fait comme quoi que il croise les mains, ou bien il ferme les yeux, ou bien il bouche les oreilles sur le CNUA. Le décret il vient suivi de décision qui prend le 20 août 2025. OK? Et décision ça prend un conseil des ministres côté que ministre sont réunis et PM là là, Ali Fizeme. Et ils prend décision sur le CNUA. Non seulement au moment de pour indemniser tout le monde qui gagne l'âge pour indemniser ou bien réparer. Ils ont demandé pour transférer tout le monde qui gagne l'âge pour transférer et ils ont demandé tout pour que ils fassent un paquet d'autres bagailles et ils pris en charge par même l'État ça à travers le ministère de la Travaux publics. Maintenant, pendant que je parle avec nous là, seul ça qui commençait, c'est une liste qui sont dans les travaux publics qui est 50 personnes. On n'a pas tiré attention, Mario André Sol, qui est ministre de la Défense. Depuis le monté, nous voyons le monté descendre à droite à gauche, mais nous ne pouvons jamais entendre parler sur la question de transfert, non seulement transfert employé, nous ne pouvons jamais entendre parler de questions. Haïti, violence. Une scène d'une rare violence circule actuellement et suscite une vive émotion à travers le pays. Un citoyen haïtien a été grièvement blessé par balle à l'abdomen lors d'une intervention impliquant un agent de la police nationale d'Haïti. Selon le témoignage, la victime touchée au ventre tentait désespérément de contenir l'hémorragie en utilisant un objet de fortune, une simple assiette pour couvrir la plaie, en attendant une éventuelle prise en charge médicale. Écoutons les détails dans ce grand journal. Allez-y, m'baille là, et me mettre un beaucoup de temps bac à bonne et puis comme fin manger, tout tombe alors pas vous mettre du pas grand, alors dit si bol ça, si m'baguel, tout comme sale. Et vous mettre boire, comme fin manger et puis boire passer par derrière, il tomber, pas grand rien qu'après même. On mettre du coup de coucher seul côté, alors m'était dans te cadre qu'on a 33 millions kounya. Alors dit maman si mon maman avec papa m'était gagné tout fini net, qui j'aime pas le faire go là. Qui j'aime pas le faire go aussi là. Mais on va sentir faiblesse parce que tout soit mangé. Bon, on va sentir faiblesse, on va sentir ça veut dire juste parce que si mal retenir de caille parce que si moun yo pas gagné non mais yo, obligé prendre la rue pour moi parce que c'est moun qui plonge mes parce que me pas connait demander c'est yo qui plonge mes ban moi parce que me pas gagné non même. C'est mon cap ban moi. Yo ça manger, ça boire, pas grand rien prêter. J'aime pas le faire go là mes amis. On se fait tout travail. Hein? C'est mon cap ban moi.
Moi, avec papa, tout le monde a tout fini net. Tout fini. Merci. Si un pied Mario, moi, j'habite Delma 30 dans l'entrée Cadiz. Mon cher, bon, si nous qui j'en fais pour balle là. Moi, je m'absoute là, quand même. On est à même côté, je m'absoute là, quand même, Vigel, avec un partenaire qui est lui. Ok. On est à négocier. Mais c'est qu'on donne saute là. On dit, ah, chef là, il a quand nous sortir. Est-ce qu'il m'a levé ma ou non? Ok, pas de problème, nous lever ma ou non. Est-ce qu'il m'a identifié nous? M'ba les pièces. Ok, tous les trois nèg ba les pièces. Dit ba les machines, gros citoyen qui le Vigel, puis monsieur Kounan. Puis moi-même, alors moi-même pas de camper devant machine non. Nèg yo te camper devant par porte là, des camper puis moi-même, ça aller devant machine là, me camper puis devant comme ça. On a ça devant ça souvent le pas le faire là non, c'est ça derrière il ba le faire là. Sous dit nous OK, sous pas joindre un sous nous. Ou dit OK, ou pas joindre un sous nous. Ou dit monsieur face au mi. Même qui donc on est face au mi, pas faire bien. Même ça normalement même si nous que pas trouver puis parce que pas comme qui sont pas le faire parce que pas bien que pas joindre un sous nous. On cherche quelque chose ça manger. Pas grand qui retente d'homme. Moi avec papa me pas gagner pour moi tout petit comme te gagner il fini l'hôpital là parce que c'est là que marche qu'on a docteur a dit comme ça. Femme prendre OK, femme prendre qui côté. Avant nous arriver là, on t'a tiré sur qui côté on te prend balle là. Prend balle là dans mon prend balle là. Elle dit docteur juste mettre traitement dehors, pour le comment lié. Ça veut dire pour mieux que doit sans manger. Pas grand qui retente d'homme. Actuellement là, on va vivre nous au Québec bagage. Est-ce que c'est tout ça au Québec mais on a bon, mettre du petit bol là, tout mettre du petit bol là, tout moins dehors. Tout moins dehors, pas oublier pas grand. Tout là pas dans dehors. Bon, dès qu'on balle dans DM, juste docteur retirer balle là, juste mettre tout moins dehors. On voit comment lié. Bon mettre du bon, c'est suffisant pour mettre du bon qu'elle doit sans manger, pas grand qui retente d'homme. Et voilà, c'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 8 avril 2026. Couleur du temps pour ce aujourd'hui à Boston. Le temps est ensoleillé et froid, avec une température maximale de 41 degrés Fahrenheit et une minimale de 30 degrés Fahrenheit. Le ressenti sera particulièrement frais, en raison d'un vent venant du nord-est soufflant à environ 9 miles par heure. Détail de la journée, conditions un ciel clair et ensoleillé. Prédominer toute la journée et la nuit. Aucune pluie ni neige n'est attendue. 0% de chance. Le taux d'humidité moyen est de 46%, ce qui rend l'air assez sec. Modéré atteignant un pic de 6 vers la mi-journée. Ressenti, bien que la température est affichée, soit de 30 degrés Fahrenheit à 41 degrés Fahrenheit, le ressenti oscillera entre 21 degrés Fahrenheit le matin et 36 degrés Fahrenheit au plus fort de l'après-midi. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi pour présenter le grand journal et l'éditorial. Depuis le studio de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio l'énergie, le flow, l'attitude, Alexa. Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio on air avec du style. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, info à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'info. Brothers Café Créole de Place to Be, la bonne cuisine haïtienne, la cuisine haïtienne sans limite à Brothers Café Créole. Mangez des mets délicieux au 299 Main Street Everett, chiffré le 17 214 14 25. Joyeux mercredi, n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.